Après un séisme, mes parents rejettent ma fille de 5 ans, toi oui, elle non. Nous nous réfugions chez mon ami, où je découvre une vieille boîte de ma mère. Un avocat l'examine, cela va les anéantir. Au tribunal, il révèle des documents falsifiés. Le visage de mes parents pâlit. Ma fille de 5 ans se tenait dans l'allée, serrant son ours en peluche, tandis que la poussière des répliques du tremblement de terre flottait encore dans l'air. Mon père la regarda, puis moi, et dit calmement, « Tu peux rester, mais pas elle. Il n'y a pas de place. » Les petits-enfants de sa femme avaient 3 chambres à eux, avec même une salle de jeu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement dit, notez. 3 jours plus tard, mon père ouvrit la porte d'entrée sur un homme en costume tenant une enveloppe certifiée, et la couleur quitta son visage. Je m'appelle Véronique Leroy. J'ai 34 ans, je suis infirmière aux urgences et mère célibataire. C'est l'histoire de la façon dont j'ai cessé de supplier ma famille pour avoir une place à leur table et comment j'ai finalement récupéré ce qui m'appartenait. Il y a une fatigue particulière que seules les infirmières d'urgence comprennent. Elle ne réside pas seulement dans vos muscles. Elle s'installe derrière vos yeux, dans les espaces entre les pensées, dans la façon dont vos mains sentent encore les gants d'hôpital même après 2 douches. Ce mardi matin, je suis entré dans notre appartement du 2e étage dans le centre-ville de Sacramento à 7h15 précise. 12 heures de compression thoracique et de perfusion bourdonnaient encore dans mes doigts. La première chose que j'ai vue, c'était Ava. Elle était assise à la table de la cuisine en pyjama de licorne, ses pieds nus se balançant sous la chaise, un crayon bleu serré dans sa main. Biscuit, son ours en peluche avec une oreille usée et fine, était penché contre son bol de céréales comme un petit compagnon de petit déjeuner. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Elle était occupée à dessiner. « Maman, regarde. » Elle a montré le papier. Une maison carrée avec un toit triangulaire, 2 fenêtres tordues et une porte rouge vive que nous n'avions pas vraiment. Au-dessus du toit, elle avait dessiné 2 cœurs flottants comme s'ils maintenaient la maison en place. C'est notre maison, maman. J'ai collé le dessin sur le réfrigérateur à côté de la photo de papillon de la semaine dernière. Cette porte de réfrigérateur était la seule galerie d'art qui comptait pour moi. Je lui ai préparé un sandwich au beurre de cacahuète, croûte coupée, en forme de papillon parce que je l'avais fait une fois quand elle avait 3 ans, et maintenant c'était la règle. Mes yeux se fermaient sans cesse, mais je restais avec elle quand même. Nous avons parlé du dessin de papillon pendant que je branchais la petite veilleuse en forme d'étoile sans laquelle elle refusait de dormir, même pendant les siestes diurnes. Sur l'étagère près du placard du couloir se trouvait une boîte en carton étiquetée de ma propre écriture, les affaires de maman. Elle contenait les quelques affaires que j'avais gardées après sa mort. Je n'avais pas ouvert cette boîte depuis des années. J'aurais dû le faire plus tôt, mais pour expliquer pourquoi, il faut que je vous parle de Thanksgiving. En novembre dernier, mon père, André Leroy, m'a invité, Ava et moi, chez lui pour la fête. La famille, c'est la famille, a-t-il dit au téléphone, utilisant cette voix qu'il prend quand il veut paraître chaleureux, mais n'y parvient jamais tout à fait. J'ai acheté une nouvelle robe à Ava, jaune tournesol, sa préférée. À 2 heures du matin, entre 2 gardes, j'ai préparé une casserole de patates douces à partir de rien. Quand nous sommes arrivés, la table à manger était dressée pour 8 personnes. Porcelaine fine, serviettes en tissu, tout était disposé parfaitement. Ma belle-mère, Linda Leroy, avait clairement passé des heures à préparer. Des bougies vacillaient à côté d'un centre de table d'eucalyptus séché. Des étiquettes étaient soigneusement placées à côté de chaque assiette, écrites dans son écriture soignée. Le nom d'Ava ne figurait sur aucune d'entre elles. « Oh, ma chérie », a dit Linda, appuyant dramatiquement une main sur sa poitrine, comme elle le fait toujours, juste avant de dire quelque chose de cruel avec un sourire. La table des enfants est beaucoup plus douillette pour Ava. Elle est juste dans la cuisine. Elle va adorer. La table des enfants s'est avérée être une table pliante avec des assiettes en carton. Ava était assise là toute seule. Les 2 enfants de ma demi-sœur Sophie, 6 et 4 ans, étaient assis à la table principale à côté de mon père comme des invités d'honneur. André avait son bras autour de l'aîné, lui ébouriffant les cheveux. « C'est mon garçon. » Quand Ava lui fit signe depuis l'entrée de la cuisine, il lui adressa un signe de tête poli, le genre que l'on donne à l'enfant d'un voisin que l'on connaît à peine. J'ai coupé la dinde d'Ava en petits morceaux et je me suis dit le même mensonge que je me répétais depuis des années. Au moins, elle a des grands-parents. Au moins,
elle a un endroit où aller pendant les fêtes. Je me racontais des versions de cette phrase depuis 24 ans. À un moment donné pendant le dîner, Linda est entrée dans le couloir pour prendre un appel. Avant qu'elle ne baisse la voix, j'ai entendu clairement 2 mots, Maison Birchwood. À l'époque, cela ne signifiait rien pour moi. Ce que vous devez comprendre à propos de la maison de mon père, c'est que les calculs y fonctionnaient toujours d'une certaine manière. Les besoins d'une fille étaient multipliés. Ceux des autres étaient divisés. Sophie, la fille biologique de Linda, a eu une voiture à 19 ans. J'ai utilisé une Honda avec un ruban sur le capot. Mon père l'a fièrement conduite dans l'allée. Quand j'ai eu 19 ans, je travaillais déjà de nuit dans une maison de retraite pour payer mes études à l'université communautaire. Pas de voiture, pas de ruban. Quand je lui ai demandé une fois, juste une fois, André a haussé les épaules et a dit « Sophie a besoin d'aide. Tu es indépendante. Sois fière de ça. » J'ai rangé cette phrase. J'ai rangé beaucoup de phrases. Mon père a payé les frais de garde d'enfants de Sophie, mes prêts étudiants, les miens seulement. Le loyer de Sophie quand elle est revenue à la maison avec 2 enfants, 0 parce qu'elle n'était jamais partie. Mon propre loyer représentait 38% de mon salaire dans un appartement au 2e étage avec un radiateur qui cliquetait tout l'hiver comme quelqu'un qui frappait au tuyau. Chaque fois que je remarquais la différence, Linda disait « Tu es si sensible, Véronique ». Ou André disait « Ne recommence pas ». Finalement, j'ai arrêté de recommencer, ou du moins je me suis convaincu que je l'avais fait, mais Ava remarquait des choses que j'essayais de ne pas voir. Un dimanche, elle est rentrée de chez André avec un dessin. Notre famille, 6 bons hommes, moi, elle, André, Linda, Sophie et les enfants de Sophie. Tout le monde se tenait la main sauf Ava. Elle s'était dessinée légèrement à l'écart, serrant biscuit. « Maman » a-t-elle demandé doucement. « Pourquoi est-ce que je suis toujours celle en trop ?» Elle avait 4 ans quand elle l'a dit. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que mon soi-disant indépendance n'était pas quelque chose que j'avais gagné. C'était quelque chose qu'il m'avait pris. Le tremblement de terre a frappé à 14h47 un mardi après-midi. Je venais de chercher Ava à la garderie. Nous étions dans l'appartement. Elle était assise sur le tapis du salon, montrant un livre d'images à biscuits quand le sol a soudainement bougé. Pas secoué, bougé. Comme si quelque chose d'énorme avait roulé sous la terre. La bibliothèque a basculé en premier. Elle a vacillé une fois, puis s'est effondrée en avant, envoyant des livres de poche et des cadres photos sur le tapis. Ava a crié. Je l'ai attrapée et nous nous sommes traînés sous la table de la cuisine, couvrant son corps avec le mien, pressant sa tête contre ma poitrine pendant que le bâtiment tremblait autour de nous. Je pouvais sentir son cœur battre à travers sa chemise, rapide et frénétique, comme un petit oiseau piégé dans un sac en papier. La secousse n'a duré que 11 secondes, mais elle a semblé interminable. 15 minutes plus tard, une autre réplique a frappé. Plus courte, mais assez forte pour fendre le mur porteur dans le couloir du plafond au sol. Un morceau de plâtre s'est effondré dans la salle de bain. La poussière flottait dans l'appartement comme du brouillard pendant que le bâtiment gémissait autour de nous. En soirée, le propriétaire est arrivé avec un inspecteur municipal. L'étiquette rouge a été apposée immédiatement. La structure était compromise. Tout le monde devait partir le matin. Je me tenais sur le parking avec Ava sur la hanche, regardant les voisins porter des cartons à leur voiture. Appuyé contre le capot de ma Corolla, j'ai appelé mon assurance habitation. Les biens endommagés étaient couverts. Le logement temporaire ne l'était pas. Le motel le moins cher à proximité coûtait 89 € la nuit. J'avais 1100 € sur mon compte courant. De l'argent destiné au loyer. C'était tout ce que j'avais. Ava est restée silencieuse. Elle serrait biscuit fermement, les yeux vitreux alors qu'elle regardait le bâtiment comme si elle s'attendait à ce qu'il s'effondre à tout moment. Il y avait un numéro que je n'avais pas composé depuis des mois, celui de mon père. Je me suis assise au siège conducteur et j'ai appelé André Leroy. Il a répondu à la 4e sonnerie. J'ai pu entendre une télévision en arrière-plan, les rires d'un public de jeux télévisés. Linda riait de quelque chose. Les sons confortables d'une maison avec 4 chambres et une salle de jeu, une maison sans fissures traversant ses murs. Papa, ai-je dit, il y a eu un tremblement de terre. Notre immeuble a été étiqueté en rouge. Ava et moi avons besoin d'un endroit où rester pendant quelques semaines le temps que je trouve une solution. Silence.
Attends, dit-il. J'ai entendu le téléphone être posé. Des voix étouffées ont suivi. La voix de Linda était basse, rapide, aiguë. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je connaissais le ton. J'avais entendu ce ton pendant 24 ans. Il arrivait toujours juste avant la réponse non. Habituellement enveloppé dans quelque chose qui semblait raisonnable. André est revenu à la ligne et s'est éclairci la gorge. Papa, elle a 5 ans, ai-je dit doucement. Elle peut dormir par terre dans ma chambre. Un sac de couchage suffit. Elle a juste besoin d'un endroit sûr. Une autre pause. Puis la voix de Linda à nouveau, plus près du téléphone cette fois. Dis-lui que c'est temporaire de toute façon. La fille peut rester chez un ami. La fille, pas Ava, pas ta petite fille. La fille. André a soupiré. C'est la maison de Linda aussi. Elle dit qu'il n'y a pas de place. Seulement toi. On peut trouver quelque chose pour l'enfant. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Ava était assise dans son siège auto, biscuit pressé sous son menton, regardant l'immeuble étiqueté en rouge à travers la fenêtre. La poussière collait encore à ses cheveux. Notez, ai-je dit. Puis j'ai raccroché. J'ai commencé à conduire. Je ne savais pas où j'allais. J'avais juste besoin que la voiture avance. Besoin que la route se déroule devant moi pour ne pas avoir à rester immobile face à ce qui venait de se passer. Les lampadaires se sont allumés alors que le soir tombait sur Sacramento. Les gens promenaient leurs chiens. Les arroseurs de pelouse tic-taquaient dans les jardins calmes. Un camion à tacos était au ralenti devant le magasin de quincaillerie. Le monde avait exactement le même aspect qu'à 18h30, sauf qu'il ne se sentait pas pareil. Ava est restée silencieuse pendant 6 pâtés de maison. Puis elle a parlé. Maman, on va chez papy? Mes mains se sont serrées sur le volant. Non, bébé. On va chez Tati Julia. Oh. Une pause, puis plus doucement. Est-ce que c'est parce que papy n'a pas de place pour moi? Est-ce que je suis trop grande? J'ai failli heurter le trottoir. Je me suis arrêté immédiatement sous un platane, des feuilles tombant sur le pare-brise. J'ai mis la voiture au point mort et je me suis retourné sur mon siège. Ava ne pleurait pas. Ses yeux étaient grands et sérieux alors qu'elle regardait Biscuit, presque comme si elle lui posait la même question. J'ai tendu la main en arrière et j'ai pris sa petite main. Ava, ai-je dit doucement. Tu n'es pas trop grande. Tu n'es pas de trop. Et il y aura toujours de la place pour toi avec moi. Toujours. Tu comprends? Elle a hoché la tête, a serré Biscuit plus fort et a regardé par la fenêtre. Elle n'a pas pleuré. D'une manière ou d'une autre, cela semblait pire. J'ai regardé de nouveau devant moi et j'ai démarré la voiture. Ma mâchoire me faisait mal à force de serrer les dents. Quelque chose avait changé en moi. Pas la colère chaude qui vous fait crier. Quelque chose de plus froid, quelque chose de patient. Au prochain feu rouge, j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai tapé 14 octobre, 18h22. André Leroy a refusé un abri pour Ava. Linda, pas de place, citation directe. La fille, c'était le horodatage numéro 1. Julia Bertrand ne m'a posé aucune question quand nous sommes arrivés. Elle a ouvert la porte, a vu Ava sur ma hanche avec de la poussière dans ses cheveux, a remarqué le sac de sport sur mon épaule et l'expression que je devais avoir, et s'est écartée. Les chambres d'amis sont prêtes, a-t-elle dit. Il y a du mac and cheese sur la cuisinière. Julia avait 35 ans, une autre infirmière d'urgence, bâtie comme une meneuse de jeu, et tout aussi directe. Nous étions amis depuis un code difficile 6 ans plus tôt, quand elle avait levé les yeux d'un patient en difficulté et m'avait dit « Tu es doué pour ça. Ne laisse personne te dire le contraire. » Elle a mis un dessin animé pour Ava et a réchauffé une tasse de lait au miel. En 5 minutes, Ava dormait sur le canapé de Julia, Biscuit blotti sous son menton, sa respiration enfin lente et régulière, le premier vrai repos qu'elle avait eu depuis 14h47 cet après-midi-là. Julia m'a tendu une tasse de thé que je n'avais pas demandé et s'est assise en face de moi. « Raconte-moi », a-t-elle dit. Je l'ai fait. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas halté. Quand j'ai eu fini, elle a dit doucement, « Ce n'est pas un problème de place, Véronique. C'est un problème de priorité. » À 21h, mon téléphone a vibré.
Véronique, ne sois pas dramatique, dit André. Linda ne le pensait pas comme ça. La maison est juste petite en ce moment. Les enfants de Sophie ont besoin de leur chambre pour l'école. Ava a 5 ans, ai-je répondu. Elle a besoin d'un sol et d'une couverture. Tu déformes les choses, a-t-il rétorqué. Tu fais toujours ça. C'est pour ça que c'est difficile avec toi. Je me suis allongé et j'ai fixé le plafond. Classique. Transformer la victime en problème. J'ai mis fin à l'appel et j'ai ouvert Instagram. Sophie avait posté une photo 2 heures plus tôt. Elle montrait la salle de jeu avec 2 nouveaux poufs sous un filtre scintillant. Légende, meilleure surprise pour mes bébés. Béni famille. J'ai fait une capture d'écran immédiatement. Horodatage numéro 2. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné pendant que je versais des céréales pour Ava. L'identification de l'appelant m'a fait hésiter. Linda Leroy. En 7 ans que j'avais son numéro, elle ne m'avait jamais appelé directement. Chaque message passait toujours par mon père. J'ai réalisé plus tard que le système était intentionnel. Si elle ne me parlait jamais directement, il n'y aurait jamais de trace de ce qu'elle disait réellement. Véronique, ma chérie, salut. Sa voix était chaude et musicale, le même ton qu'elle utilisait lors des collectes de fonds scolaires et des pique-niques d'église. Je suis tellement désolé pour le tremblement de terre. J'ai pensé à vous toute la nuit. Merci, Linda. Eh bien, j'ai parlé avec ton père et nous voulons vraiment aider. Bien sûr, tu es la bienvenue ici. Mais ce serait peut-être plus facile pour tout le monde si Ava restait avec ton ami pendant un petit moment, juste le temps que les choses se calment. Le plus jeune de Sophie vient de commencer à dormir toute la nuit. Tu sais comment c'est. Un autre enfant dans la maison serait perturbateur. Ava n'est pas perturbatrice, ai-je dit calmement. Elle a 5 ans et elle est silencieuse. Oh, ma chérie, je ne voulais pas dire ça, a-t-elle répondu rapidement. Elle est juste beaucoup parfois, très active. Et honnêtement, sa voix a baissé comme si elle partageait un secret, si tu avais un mari, ce ne serait même pas un problème, n'est-ce pas? Le robinet de la cuisine a goûté 2 fois. J'ai regardé l'eau tomber dans l'évier et je n'ai pas répondu. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Pas le commentaire sur un mari. Pas le ton. Pas le petit chéri. 5 secondes de silence se sont écoulées. Je comprends ta position, Linda, ai-je dit finalement. Oh, tant mieux, a-t-elle répondu joyeusement. Je suis contente qu'on puisse, j'ai dit que je comprends ta position. Je n'ai pas dit que je l'accepte. S'il te plaît, ne m'appelle plus à ce sujet. Puis j'ai raccroché. Immédiatement, j'ai ouvert l'application de notes et j'ai écrit chaque mot tant que c'était encore frais dans ma mémoire. Horodatage numéro 3. Mais il y avait autre chose qu'elle avait dit, quelque chose de petit. Cette maison était censée être pour notre famille de toute façon. Je ne savais pas ce que cela signifiait à l'époque, mais je l'ai souligné. Cette nuit-là, après qu'Ava se soit endormie, je me suis allongé dans la chambre d'amis de Julia Bertrand et j'ai laissé les souvenirs revenir. Pas ceux doux et nostalgiques, ceux de la comptabilité, mon 16e anniversaire. L'année précédente, Sophie, alors âgée de 11 ans, avait eu une grande fête, nourriture traiteur, 30 enfants, un digi dans le garage. Pour mon 16e anniversaire, mon père m'a tendu une carte avec 20 € à l'intérieur et a dit « Nous avons oublié de prévoir quoi que ce soit. » Désolé, mon petit. Linda était à Cancun avec sa sœur cette semaine-là. Personne n'avait oublié. Je ne valais tout simplement pas la peine d'être commémoré. Puis ma remise de diplôme de l'école d'infirmière. 4 années de garde de nuit et d'études dans les salles de repos des hôpitaux. J'ai traversé la Seine seul. André a dit qu'il ne pouvait pas assister parce que Sophie avait un récital de danse, un récital pour une enfant de 11 ans. Il a choisi une pirouette plutôt que mon diplôme. Le jour de la naissance d'Ava, André est venu à l'hôpital 20 minutes après l'accouchement. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, ne l'a pas tenu, ne s'est pas assis. Tu aurais dû attendre d'être marié, a-t-il dit. Puis il est parti. Linda n'est jamais venue. 3 ans plus tard, quand Sophie a eu son premier bébé, Linda a emménagé dans sa maison pendant 3 semaines. André a acheté un berceau de 800 € et a pleuré dans la salle d'accouchement. J'avais suivi des moments comme ça pendant des années, pas sur papier, mais gravés dans la mémoire.
Le Noël où j'avais 13 ans et où j'ai trouvé 3 cadeaux sous le sapin pour moi et 11 pour Sophie. Le pack ou le panier d'Ava n'était qu'un sac en papier. La façon dont Linda me présentait lors des barbecues de quartier. Voici la fille d'André Davant. Davant. Comme si j'étais une première ébauche de la famille qui a été remplacée plus tard. Mais la pire chose qu'il m'ait faite n'était pas un anniversaire oublié ou une remise de diplôme manquée. C'était quelque chose qu'ils avaient pris. Quelque chose que je ne savais même pas existait. Pas encore. Mais cela était sur le point de changer. Pendant des années, j'ai porté une question comme une pierre dans ma poche. Étais-je celle qui était difficile? Trop sensible? Trop exigeante? Trop? Je me suis plié en forme plus petite encore et encore juste pour rentrer dans cette famille jusqu'à ce que j'oublie presque à quoi ressemblait ma vraie forme. Peut-être connaissez-vous ce sentiment. Peut-être vous êtes-vous rabaissé pour maintenir la paix et un jour vous avez réalisé que vous ne reconnaissiez pas qui vous étiez devenu. Si cela vous semble familier, dites-le moi dans les commentaires car je sais que je n'étais pas la seule personne à me glisser dans des coins de plus en plus petits. Mais pour comprendre le reste de l'histoire, vous devez connaître ma grand-mère. Elle s'appelait Marguerite, la mère de ma mère. Après la mort de ma mère dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans, grand-mère Marguerite a été celle qui m'a gardé en vie. Un week-end sur 2, elle venait me chercher dans sa vieille Buick verte et m'emmenait dans sa petite maison rue Birchwood à Sacramento. Je me souviens des lilas le long du chemin d'entrée. La cuisine sentait toujours le pain de maïs et le café. La balançoire du porche grinçait pendant qu'elle me lisait jusqu'à ce que les lucioles sortent. Puis André a épousé Linda. J'avais 10 ans. Les visites ont lentement changé. D'abord, elles sont devenues plus courtes, puis moins fréquentes. Finalement, mon père a commencé à expliquer les choses. Grand-mère devient oublieuse. Véronique, c'est difficile pour elle maintenant. Plus tard, il a dit qu'elle avait déménagé quelque part en Arizona. Puis il a dit qu'elle ne voulait pas me confondre. Mieux ainsi, ma chérie. Au moment où j'avais 12 ans, j'ai arrêté de demander. Je l'ai cru. J'ai cru que la femme qui me tressait les cheveux et chantait des hymnes dans la cuisine avait décidé que je ne valais plus la peine du trajet. Pendant 22 ans, j'ai porté une explication silencieuse avec moi. Je me disais que le deuil faisait des choses étranges aux gens. Peut-être que ma grand-mère me regardait et voyait sa fille, celle qu'elle avait perdue, et que la douleur était trop forte. Peut-être que c'était pour ça qu'elle avait disparu de ma vie. J'ai cru cette histoire pendant plus de 2 décennies. J'ai cru que la dernière personne du côté de ma mère qui aurait pu me réclamer m'avait simplement laissé partir. Mais cette nuit-là, allongé éveillé dans la chambre d'amis de Julia Bertrand, fixant le plafond dans le noir. Un seul mot a dérivé dans mes pensées. Birchwood. À Thanksgiving, Linda Leroy avait mentionné quelque chose à propos de la maison Birchwood. Ma grand-mère avait vécu rue Birchwood à Sacramento. Je me suis assise instantanément. Mon pouls est passé au même rythme aigu que je reconnais aux urgences. Ce pic de concentration qui vous dit que quelque chose d'important se passe. J'ai marché vers le placard. La boîte étiquetée et les affaires de maman étaient sur l'étagère du haut. Je l'ai descendue et ouverte. Il était 2 heures du matin. La maison était silencieuse à part le faible bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac régulier d'une horloge murale quelque part dans le couloir. Je me suis assise en tailleur sur le sol de la chambre d'amis et j'ai soulevé les rabats de la boîte que j'avais transportée à travers 4 appartements différents, mais que je n'avais jamais vraiment déballé. À l'intérieur se trouvaient des morceaux de la vie de ma mère, ses lunettes de lecture, des montures en écailles de tortue avec un bras tordu, une écharpe qui conservait encore la plus faible trace de son parfum. Ou peut-être que j'en avais juste besoin. 3 cartes d'anniversaire qu'elle m'avait écrites avant de mourir, encore liées par un élastique. Un petit médaillon en or avec une photo de nous deux à l'intérieur. Moi à 5 ans, elle a 31 ans, l'âge exact que j'avais quand Ava est née. Tout en bas, glissée sous une courte pointe pliée, se trouvait une grande enveloppe en papier craft. Le papier avait jauni avec l'âge. Le cachet de la poste indiquait 2003 et l'adresse de retour disait Marguerite, 412 rue Birchwood, Sacramento, Californie. Mes mains ont commencé à trembler alors que je l'ouvrais. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite sur du papier à lettres lavandes dans l'écriture soignée de ma grand-mère. Derrière, un document juridique agrafé, dense de langage formel et tamponné par un notaire. La lettre commençait « Ma chère Véronique,
ta mère voudrait que tu aies toujours un foyer. J'ai créé une fiducie pour toi. La fiducie du patrimoine de la famille Leroy comprend la maison rue Birchwood et 210 000 € d'économie. Quand tu auras 25 ans, tout deviendra tien. Je t'aime, petite fille. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas désirée. Grand-mère Marguerite. Derrière la lettre se trouvait l'acte de fiducie lui-même. Fiducie du patrimoine de la famille Leroy daté de 2004. Bénéficiaire unique Véronique Anne Leroy, fiduciaire André Leroy. J'ai eu 25 ans en 2016, 9 ans plus tôt. Personne ne me l'avait dit, pas une seule fois. Une fiducie, une maison, 210 000 €. Et l'homme qui venait de me dire qu'il n'y avait pas de place pour ma fille était la personne en charge de tout cela. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise sur le sol de la chambre d'amis avec les documents étalés sur mes genoux et j'ai ouvert mon téléphone. Première recherche, 412 rue Birchwood, Sacramento. Les registres de propriété du comté sont apparus immédiatement. Résidence unifamiliale, 1420 pieds carrés. Construite en 1967. Statut de propriété, vendu en avril 2019. Transfert André Leroy et Linda Leroy. Type de transfert, acte de cession. Prix de vente enregistré, 0 €. Un transfert gratuit de la fiducie du patrimoine de la famille Leroy à mon père et sa femme, une maison qui était censée être la mienne. Ma deuxième recherche était le nom de ma grand-mère, Marguerite, Tucson, Arizona. Les résultats montraient un profil de résident dans une communauté pour personnes âgées à Tucson, membre du comité des activités, 82 ans. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Elle était vivante. Elle n'avait pas disparu. Elle ne m'avait pas oublié. Elle n'avait pas décidé d'arrêter de se soucier. Quelqu'un avait coupé la connexion. Comme couper une ligne téléphonique à la source pour que la personne à l'autre bout croie que personne n'appelle. Je suis retourné au registre de propriété. Une fois que vous saviez où regarder, le modèle était évident. En 2019, André Leroy a transféré la maison Birchwood de la fiducie à son propre nom et à celui de Linda. Utilisant un acte de cession qui semblait porter ma signature. Ce même printemps, ils ont vendu leur maison précédente de l'autre côté de la ville. L'équité de Birchwood et l'argent de la fiducie sont devenus la compte pour leur maison actuelle, la maison de 4 chambres avec la salle de jeu, avec les poufs, et d'une manière ou d'une autre pas de place pour une fille de 5 ans avec un ours en peluche. Mon père avait volé mon héritage. Il avait vendu la maison de ma grand-mère et utilisé l'argent pour construire une maison où ma fille n'était pas la bienvenue. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mes mains étaient stables maintenant, plus stables qu'elles ne l'avaient été toute la nuit. Quelque chose s'était installé en moi. J'ai attendu 7 heures du matin, heure de l'Arizona, avant de passer l'appel. Je ne voulais pas effrayer une femme de 82 ans au milieu de la nuit, et je ne faisais pas confiance à ma voix. Je marchais dans le jardin de Julia sous la lumière grise du matin, répétant ce que je pourrais dire jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait aucun moyen de répéter un moment comme celui-ci. La réceptionniste de la communauté pour personnes âgées a connecté l'appel. 3 sonneries, puis une voix, fine mais claire, portant le même doux raclement que je me souvenais des histoires du soir quand j'étais enfant. « Bonjour, mamie », ai-je dit doucement. « C'est Véronique. » Silence. 1 seconde. 2. Puis j'ai entendu un souffle aigu à l'autre bout. « Véronique, ma petite fille, est-ce toi ?» Et je me suis effondré, pas bruyamment. Je n'ai jamais été une pleureuse bruyante. Mais les larmes sont venues vite et chaudes alors que j'appuyais une main sur ma bouche dans le jardin de Julia et laissais 22 ans à croire que j'avais été oublié s'écouler de moi. Elle pleurait aussi. « Je t'ai écrit tous les Noëls pendant 22 ans, dit-elle, sa voix se brisant. Chaque lettre est revenue. Ton père m'a dit que tu ne voulais pas de contact. Il a dit que tu étais passé à autre chose. Il m'a dit la même chose à ton sujet, ai-je murmuré. Un autre silence s'est installé entre nous, plus lourd cette fois. J'ai tout expliqué ce que j'avais découvert. Les documents de fiducie, le transfert de propriété, l'acte de cession indiquant 0. Son souffle a changé pendant qu'elle écoutait. Je n'ai jamais autorisé de vente, dit-elle fermement. Jamais. Cette fiducie était pour toi. Je pense qu'il a falsifié ma signature, ai-je dit. Il y eut une longue pause. Quand elle a parlé à nouveau,
sa voix avait changé. La douceur était toujours là, mais en dessous, il y avait de l'acier. Alors nous allons la récupérer, dit-elle. Chaque centime, chaque brique. Elle m'a dit qu'elle avait encore des copies de tout, y compris les 22 enveloppes qui lui étaient retournées avec l'écriture d'André. Appelle un avocat, ma petite fille, dit-elle. Heureusement, Julia Bertrand connaissait quelqu'un. En fait, elle connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. L'avocat de divorce de sa cousine nous a référé à un avocat spécialisé en contentieux de fiducie nommé Daniel Moreau, dont le bureau se trouvait dans une rue calme de Sacramento. Il avait passé 15 ans à démêler des affaires exactement comme celle-ci. J'ai appelé son bureau cet après-midi-là. Il avait une ouverture dès le lendemain matin. Son bureau sentait légèrement le tonneur d'imprimante et le café noir. Daniel Moreau était grand, dans la quarantaine, avec des lunettes de lecture qu'il faisait glisser sur l'arête de son nez. Il y avait une calme stabilité en lui qui me rappelait les meilleurs chirurgiens avec qui j'avais travaillé aux urgences, ceux qui ne haussaient jamais la voix parce qu'ils n'en avaient pas besoin. J'ai tout déposé sur son bureau. L'acte de fiducie, la lettre de ma grand-mère, l'impression des registres de propriété du comté, le transfert par acte de cession. Il a lu chaque document attentivement une fois, puis une seconde fois. Après un moment, il a enlevé ses lunettes et m'a regardé directement. Mademoiselle Leroy, en tant que fiduciaire, votre père avait un devoir fiduciaire de gérer cette fiducie uniquement dans votre intérêt. La vente de la propriété et la distribution des fonds sans votre connaissance ou consentement constituent une violation claire de ce devoir. Puis il a tapoté l'acte de cession. Et si la signature sur ce document n'est pas la vôtre, cela tombe sous le coup de la falsification de felony selon le code pénal californien 470. Il s'est légèrement penché en arrière et a exposé les prochaines étapes. Premièrement, nous enverrions une lettre de demande de bénéficiaire par courrier recommandé à la banque privée Wells Fargo, l'institution gérant la fiducie du patrimoine de la famille Leroy. La lettre exigerait tous les registres de distribution, les autorisations de retrait et chaque signature associée à la fiducie. La banque a 30 jours pour répondre, dit Daniel. Deuxièmement, une fois que nous aurons reçu les documents, un spécialiste en analyse graphologique comparera les signatures. Il avait déjà quelqu'un en tête, Dr Olivia Dubois, une experte en documents médico-légaux fréquemment utilisée par les procureurs. Si les signatures ne correspondent pas, a poursuivi Daniel calmement, nous déposerons une requête au tribunal des successions et nous transmettrons la falsification au procureur du district. À ce moment-là, cela ne sera plus seulement une affaire civile. Cela deviendra criminel. Puis il a dit quelque chose qui m'a arrêté net. Encore une chose. Si les fonds de la fiducie ont été utilisés comme acompte pour la maison actuelle de votre père, cette propriété devient des produits traçables, ce qui signifie que la maison où ils ont dit à votre fille qu'il n'y avait pas de place pourrait ne pas légalement leur appartenir. Je suis resté assise, agrippant la coudoir du fauteuil en cuir, l'acte de fiducie reposant sur mes genoux. Soudain, tant de choses avaient un sens. Chaque fois qu'André Leroy m'avait dit « Tu es indépendante. Sois fier de ça ». Il ne me faisait pas l'éloge. Il se couvrait. Chaque fois que Linda Leroy disait « Tu es trop sensible ». Elle s'assurait que je ne regardais jamais de trop près. Ils avaient transformé mon doute de moi en serrure d'une porte dont je ne savais même pas qu'elle existait. Avez-vous déjà réalisé que le trait que les gens critiquent chez vous les protège en fait, et non vous? J'y pense beaucoup maintenant. Daniel a envoyé la lettre de demande de bénéficiaire cet après-midi-là. Courrier recommandé, accusé de réception demandée, numéro de suivi enregistré. La lettre est allée directement au département de conformité juridique de la banque privée Wells Fargo, exigeant chaque document lié à la fiducie. Approbation de retrait, reçu de distribution, signature notariée, correspondance, 30 jours pour répondre. Aux urgences, 30 minutes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. 30 jours semblaient être une ère géologique entière, mais Daniel a donné une instruction claire. Ne les alertez pas. N'affrontez pas votre père. Ne mentionnez pas la fiducie, la rue Birchwood, ou votre grand-mère. S'il soupçonne que vous construisez un dossier, il détruira tout ce qu'il peut. Alors, j'ai joué le rôle. Le rôle le plus difficile que j'ai jamais joué. Et j'ai tenu la main d'une mère en lui disant que son fils n'avait pas survécu. André Leroy a appelé 2 fois cette semaine-là, décontracté, prenant de mes nouvelles, demandant si j'avais trouvé une solution de logement. Sa voix semblait si normale qu'elle me donnait la chair de poule.
Normal de la manière dont un pansement semble propre alors que la plaie en dessous est infectée. Je travaille dessus, lui ai-je dit. C'était tout ce qu'il a eu. Jeudi, il a rappelé. Tu n'es toujours pas fâché à propos de la situation de la chambre, n'est-ce pas? Linda se sent mal. Il l'a dit de la même manière que quelqu'un pourrait mentionner la météo. Petite pluie aujourd'hui. Linda se sent mal. Ça pourrait s'éclaircir d'ici le week-end. Je vais bien, papa. Bien. C'est ma fille. J'ai mis fin à l'appel et j'ai avalé le goût amer qui montait au fond de ma gorge. Ce soir-là, Ava était assise à la table de cuisine de Julia Bertrand à dessiner à nouveau. Maman, regarde. Elle a montré une nouvelle image. Cette maison était plus grande que la précédente. 3 fenêtres, un petit jardin et une porte d'entrée rouge. En haut, elle avait écrit 2 mots de maternelle chancelant. Notre maison. C'est là que nous allons vivre, dit-elle avec assurance. J'ai collé le dessin sur le réfrigérateur de Julia à côté des autres. Puis je suis allé dans la salle de bain, j'ai fermé la porte et j'ai appuyé mon front contre le carrelage froid jusqu'à ce que ma respiration ralentisse. 27 jours à attendre. Les documents sont arrivés un mardi. Daniel a appelé à 10h14. Venez à mon bureau, dit-il. N'apportez rien, ne touchez à rien quand vous arrivez. Je vous montrerai tout. 40 minutes plus tard, j'étais assise en face de son bureau alors qu'il disposait 3 documents côte à côte comme un chirurgien montrant des radiographies. Le premier était une autorisation de distribution de fiducie datée du 14 mars 2019. Une demande de libération de 210 000 € de la fiducie du patrimoine de la famille Leroy à André Leroy. Au bas se trouvait une signature, Véronique A. Leroy. Le deuxième document était un acte de cession daté du 2 avril 2019. Transfert de la propriété au 412 rue Birchwood de la fiducie à André Leroy et Linda Leroy. Une autre signature, Véronique A. Leroy. Je me suis penché. Celui qui l'avait écrite s'était exercé. L'écriture semblait soignée, mais les détails étaient faux. J'ai signé mon nom des milliers de fois sur les dossiers des patients, les ordres de médicaments, les formulaires d'assurance. Mon V commence par un trait descendant net. Celui-ci était courbé. Et le R de Leroy a toujours une boucle fermée en haut. Quelque chose que j'avais copié de l'écriture de ma mère quand j'étais enfant. Celui-ci était ouvert. Ce n'était pas ma signature. Pas même proche. Daniel m'a glissé le 3e document. Docteur Olivia Dubois, experte en documents médico-légaux. J'ai lu la phrase clé. Sur la base de la comparaison avec des exemples connus, les signatures en question présentent des différences significatives dans la formation des lettres, la pression du stylo et l'alignement. Conclusion préliminaire, forte probabilité que les signatures n'aient pas été produites par le signataire désigné. Le rapport final arrive dans 10 jours, dit Daniel doucement. Mais Véronique, c'est déjà clair. Puis il a pointé le sceau du notaire sur l'acte de cession. Le nom en dessous était Patricia Coleman. Daniel avait déjà enquêté. Patricia Coleman avait travaillé dans le même bureau de district scolaire que Linda Leroy pendant des années. Un document notarié signé par quelqu'un qui n'était jamais présent, tamponné par l'ami de longue date de la belle-mère. Ce n'était pas une erreur. C'était planifié. 2 jours après l'arrivée de ces documents, André Leroy m'a invité à dîner. Juste toi, dit-il. Pas de drame, rien de grave. Linda fait du pot-au-feu. Daniel Moreau m'a dit d'y aller. Observez, dit-il. Ne dites rien d'important. La Californie est un État à consentement bipartite, donc n'enregistrez rien, mais dès que vous partez, écrivez tout. Alors j'y suis allé. La maison sentait le romarin et les oignons quand je suis entré. Linda Leroy m'a accueilli à la porte avec une étreinte qui a duré juste un peu trop longtemps. Le genre d'étreinte destinée à être vue. Sophie était sur le canapé avec ses enfants qui faisaient des tours entre le salon et la salle de jeu. La même salle de jeu avec les poufs, la télévision murale, et plus qu'assez d'espace au sol pour un sac de couchage pour enfants. Si le nom de l'enfant avait été autre chose qu'Ava. Le dîner semblait normal, trop normal. Linda a complimenté mes blouses d'hôpital. André Leroy a posé des questions sur mon travail au centre médical de l'Université de Californie à Davis. Sophie m'a montré des photos des costumes d'Halloween de ses enfants sur son téléphone. Tout le monde souriait.
Personne n'a mentionné le tremblement de terre. Personne n'a mentionné que ma fille dormait chez une amie parce que cette famille l'avait repoussée. Puis, quelque part entre le pot-au-feu et le dessert, André s'est penché en arrière sur sa chaise et a parlé avec désinvolture comme quelqu'un demandant le sel. Et, au fait, tu n'as pas reçu de courrier étrange récemment, n'est-ce pas? Une société de fiducie a envoyé quelque chose à notre adresse par erreur. Probablement des déchets. Pendant un bref instant, ses yeux se sont aiguisés juste assez longtemps pour que je le voie. Société de fiducie, ai-je dit calmement. Non, pourquoi? Il s'est détendu immédiatement et a pris son verre d'eau. Aucune raison, juste du courrier indésirable. Linda a changé de sujet immédiatement, parlant de la fête d'anniversaire de Sophie le week-end suivant. J'ai aidé à débarrasser les assiettes. J'ai dit bonne nuit. Je suis sorti vers ma voiture. Puis j'ai ouvert mon application de notes. 29 octobre, 19h48. André a demandé le courrier de la société de fiducie. Voix tendue. Linda a immédiatement redirigé la conversation. Il savait que quelque chose se passait. Il ne savait juste pas à quel point. La campagne de diffamation a commencé le mercredi suivant. Je me suis réveillé avec 11 SMS de parents avec qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Tante Carole, Véronique, j'entends des choses inquiétantes. Ton père est dévasté. Oncle Roy, la famille ne devrait pas poursuivre la famille. Quoi que ce soit, tu dois laisser tomber. Une cousine que j'avais peut-être rencontrée 2 fois a envoyé un SMS, Linda dit que tu traverses quelque chose. Nous prions pour toi. Priez pour toi. C'est la phrase que les gens utilisent quand ils ont déjà décidé que tu es le problème et qu'ils veulent s'assurer que tu le saches. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale que les parents d'André utilisaient pour les fêtes et les anniversaires. À 21h la veille, Linda avait posté un message soigneusement écrit, un paragraphe et demi de préoccupation polie. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Véronique a des difficultés depuis le tremblement de terre. Malheureusement, elle porte maintenant de fausses accusations contre André et moi concernant les finances familiales. Nous sommes dévastés. Nous n'avons rien fait d'autre que de l'aimer et de la soutenir pendant 24 ans, et c'est ainsi qu'elle nous le rend. S'il vous plaît, gardez notre famille dans vos prières. 63 réactions en cœur, 22 commentaires. Personne n'a demandé mon point de vue. Plus tard dans l'après-midi, André a appelé. La voix de dîner amical avait disparu. Celle-ci était froide. Je ne sais pas ce que tu fais, Véronique, dit-il. Mais tu dois arrêter. C'est une affaire de famille. Tu t'embarrasses. Je n'ai pas répondu. M'écoutes-tu? J'écoute. Alors règle ça. J'ai raccroché. Ce soir-là, Sophie a posté quelque chose sur Facebook, en public. Quand quelqu'un mord la main qui le nourrit. Prière pour mes parents qui n'ont fait que aimer inconditionnellement. 47 j'aime dans la première heure. J'ai fait des captures d'écran de tout, chaque message, chaque publication, chaque horodatage. Puis j'ai tout transféré à Daniel Moreau avec une seule ligne dans l'email. Pour mémoire, je ne me suis pas défendu dans le groupe de discussion. Une défense suggère qu'il y a un procès d'opinion. Je n'étais pas intéressé par les opinions. J'étais intéressé par les preuves. Daniel a appelé cette nuit-là. Sa voix semblait plus aiguë que d'habitude. Le rapport médico-légal est arrivé, dit-il. C'est confirmé. Les signatures sont falsifiées. Êtes-vous prête à déposer? Le lendemain matin à 8h30, j'étais assise dans son bureau, signant mon nom, mon vrai nom, celui que personne n'avait besoin de falsifier sur chaque document qu'il plaçait devant moi. La requête au tribunal des successions faisait 32 pages. La lire donnait l'impression d'étudier un dossier médical pour une famille mourante. Clinique, précise, dévastatrice. Violation du devoir fiduciaire par le fiduciaire André Leroy. Transfert frauduleux de biens de fiducie au 412 rue Birchwood. Distribution non autorisée de 210 000 € de la fiducie du patrimoine de la famille Leroy. Le dépôt exigeait une restitution totale plus les intérêts accumulés, la révocation d'André Leroy en tant que fiduciaire, et la nomination d'un successeur indépendant. 6 juin était l'acte de fiducie, l'autorisation de retrait falsifié, l'acte de cession falsifié, le rapport médico-légal du docteur Olivia Dubois, et 22 pages de registre de propriété. Séparément,
Daniel a déposé une référence pénale auprès du bureau du procureur du district du comté de Sacramento, falsification en vertu du code pénal californien 470, fraude notariale. Et une accusation potentielle d'exploitation financière des personnes âgées parce que Marguerite avait été systématiquement coupée de sa petite fille pendant que les actifs de sa fiducie étaient pris. Puis la dernière pièce est arrivée. Livraison le lendemain de Tucson, Arizona. Une enveloppe FedEx contenant la déclaration assermentée de ma grand-mère notariée dans sa communauté pour personnes âgées. Sa déclaration faisait 6 pages. Un langage clair et direct converti de son écriture en texte dactylographié signé d'une main qui ne tremblait pas. Marguerite a confirmé qu'elle avait créé la fiducie du patrimoine de la famille Leroy, qu'elle n'avait jamais approuvé de distribution de celle-ci, et qu'elle n'avait jamais signé de document de transfert pour la propriété rue Birchwood. Elle a également déclaré qu'André Leroy lui avait dit « Je ne souhaite plus avoir de contact avec elle », ce qu'elle savait maintenant être faux, surtout après que 22 lettres de Noël lui aient été retournées, chacune marquée de l'écriture d'André. Daniel Moreau a déposé tout cela auprès du tribunal cet après-midi-là. Puis il a préparé la lettre de demande certifiée adressée à André et Linda Leroy à leur domicile actuel. 14 jours pour répondre. Une fois que ce sera signifié, dit Daniel calmement. Il n'y aura plus de retour en arrière. J'ai regardé la pile de documents sur son bureau. 9 années d'argent volé, 22 années de mensonges, et une fille de 5 ans à qui on a dit qu'il n'y avait pas de place pour elle. Je n'avais pas commencé cela. Je ne faisais que le terminer. La lettre de demande certifiée est arrivée un lundi à 11h47 précise. Je connais l'heure parce que la notification de livraison USPS est apparue sur mon téléphone alors que j'insérais une voie intraveineuse pour un homme de 60 ans souffrant de douleurs thoraciques aux urgences. J'ai jeté un coup d'œil au message livré signé par Leroy et je suis retourné à mon patient. Les salles d'urgence ne s'arrêtent pas pour les implosions familiales. André a appelé à 18h32 ce soir-là. J'étais à l'extérieur de l'appartement de Julia Bertrand en train d'attacher Ava dans son siège auto quand mon téléphone a sonné. J'ai répondu par haut-parleur par erreur, puis je l'ai rapidement éteint. Sa voix était différente. Pas la voix paternelle autoritaire, pas la voix polie du pot-au-feu, quelque chose que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. La voix d'un homme lisant un document qu'il ne pouvait pas effacer. « Véronique, qu'est-ce que c'est ? Que as-tu fait ? Tu as 14 jours pour répondre par l'intermédiaire de ton avocat, ai-je dit. Je n'ai rien de plus à dire. C'est de la folie. Je suis ton père. Tu ne peux pas derrière lui, je pouvais entendre le chaos, Linda criant, Sophie pleurant. Cette fiducie était de l'argent de famille, a continué André rapidement. Je l'ai géré pour le bénéfice de tous. Je l'ai géré. Pas, je ne l'ai pas fait. Pas, il y a eu un malentendu. Il l'a géré. Une admission enveloppée dans une justification. Tu l'as géré dans ton acompte, ai-je répondu calmement. 14 jours, papa. Puis j'ai raccroché. Il a rappelé 4 fois dans les 20 minutes suivantes. J'ai laissé chaque appel aller à la boîte vocale. Je ne les ai pas écoutés. Je les ai juste sauvegardés. Julia attendait quand je suis rentré. Elle a regardé mon visage et m'a silencieusement tendu une tasse de thé à la camomille. Comment te sens-tu ? Je me suis assise sur le canapé. Ava était à la table de cuisine en train de dessiner à nouveau. Une autre maison, plus grande cette fois. Plus de fenêtres, plus de cœurs flottant au-dessus du toit. J'aurais dû faire ça il y a des années, dis-je. Linda n'est pas partie tranquillement. Je ne m'y attendais pas. Le calme n'a jamais fait partie de la stratégie pour quelqu'un qui avait passé 24 ans à façonner un récit familial avec de doux sourires et des appels téléphoniques soigneusement chronométrés. L'escalade est venue en 3 vagues. Vague 1, la famille élargie. Linda a contacté la sœur de ma mère, tante June, qui vivait dans l'Oregon et n'avait pas parlé à André depuis des années. Elle lui a dit que j'inventais des accusations concernant une fiducie qui n'existait pas et que j'étais devenu émotionnellement instable après le tremblement de terre. Tante June, à son crédit, m'a appelé directement. Je lui ai dit d'appeler Marguerite. Vague 2, les médias sociaux. Linda a posté un message de 12 paragraphes sur Facebook, public. Je ne répéterai pas tout, mais il commençait par « Pendant 24 ans, j'ai essayé d'aimer un enfant qui n'était pas le mien. Et aujourd'hui, mon cœur est brisé. » 214 réactions, commentaires remplis d'émojis de mains priantes et de pleurs.
Une femme que je n'avais jamais rencontrée m'a traité d'ingrate. Vague 3, l'email d'André. Il est arrivé à 23 heures. Si tu ne laisses pas tomber ça, je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre de mère tu es. Laisser ton enfant avec des étrangers après un tremblement de terre au lieu de venir à la famille. Pense à ce que tu apprends à Ava. Des étrangers. Il voulait dire Julia, la femme qui avait ouvert sa porte sans condition alors que lui avait mis des conditions à une fille de 5 ans. Et maintenant il menaçait ma maternité. L'homme même qui n'avait jamais tenu Ava quand elle est née. J'ai transféré l'email à Daniel Moreau avec une seule phrase. Ajoutez ceci au dossier. Sa réponse est arrivée 4 minutes plus tard. Rétorsion. Intimidation possible de témoins. Je l'ajoute à la requête. Cela nous aide. J'ai éteint mon téléphone. Ava dormait sur le canapé, biscuit blotti sous son menton. J'ai regardé sa respiration pendant un long moment. Enseigner à Ava. Oui, je lui enseignais quelque chose. Je lui enseignais que personne n'a le droit de voler ton avenir et de l'appeler amour. 3 semaines avant l'audience, Marguerite est arrivée de Tucson. Southwest Airlines, un bagage à main, chaussures orthopédiques, et une colonne vertébrale qui aurait pu être en acier. Je l'ai vue pour la première fois au retrait des bagages. Elle semblait plus petite que je ne m'en souvenais, ses épaules plus minces, ses cheveux maintenant complètement blancs au lieu d'argentés. Mais elle se tenait toujours de la même manière qu'elle l'avait toujours fait, droite, menton levé comme une femme qui avait enterré une fille et survécu. Quand elle m'a vu, elle a arrêté de marcher. Sa main s'est levée lentement vers sa bouche. Puis elle a ouvert les bras. Je suis entré dans ses bras. Pendant quelques secondes, j'avais 8 ans à nouveau, debout dans une cuisine parfumée à la lavande rue Birchwood avant que quelqu'un ne me mente. Nous sommes retournés à la maison de Julia. Ava était dans le salon portant un tutu sur son jean, arrangeant biscuits sur un coussin jeté. Elle a regardé la petite femme aux cheveux blancs qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Marguerite s'est agenouillée prudemment, un genou à la fois. « Bonjour, petite fille, dit-elle doucement. Je suis ta arrière-grand-mère Margaret. J'attends depuis très longtemps de te rencontrer. » Ava a étudié son visage avec le sérieux que seuls les enfants de 5 ans ont. « Tu aimes les papillons ?» a-t-elle demandé. « Maman coupe mes sandwichs en papillons. » Margaret a souri doucement. « J'adore les papillons. » Ava lui a pris la main et l'a mené directement à la table de cuisine pour lui montrer les dessins. Margaret a regardé chacun d'eux comme s'ils étaient accrochés dans un musée. Quand elle est arrivée au dessin étiqueté « Notre maison », elle m'a regardé par-dessus la tête d'Ava. Ses yeux brillaient. Elle a hoché la tête une fois. Cette nuit-là, après qu'Ava se soit endormie, Margaret a posé une petite boîte en carton sur la table de cuisine de Julia. À l'intérieur se trouvaient 22 enveloppes, chacune adressée à moi. Chacune marquée « Retour à l'envoyeur ». Et chacune marquée de l'écriture que j'ai reconnue instantanément. L'écriture d'André. 22 Noël. J'ai continué à écrire, dit Marguerite doucement. Parce que je croyais qu'un jour l'une de ces lettres vous parviendrait enfin. 22 lettres, 22 Noël. Elle n'avait jamais arrêté d'écrire. Et pendant 22 ans, j'ai cru qu'elle m'avait oublié parce que c'est ce qu'André le roi m'avait dit. Je n'avais aucune raison de ne pas croire mon propre père. Mais quelque chose continue d'écho dans mon esprit. Combien de personnes ont essayé de nous aimer et quelqu'un d'autre s'est assuré que le message n'arrivait jamais? Avez-vous déjà pensé si quelqu'un essayait de vous contacter et que quelqu'un se mettait en travers du chemin? Parce que j'ai failli rater le mien de 22 ans. La date limite de 14 jours d'André a expiré un mercredi à 17 heures précises. Le 10e jour, son avocat a finalement répondu. Un homme nommé Harold Mitchell, qui semblait passer la plupart de son temps à traiter des contraventions de circulation et des litiges de petites créances, a envoyé à Daniel Moreau une lettre de 2 pages demandant une prolongation de 30 jours. L'explication était mince. Il prétendait que les distributions de fiducie avaient été autorisées par consentement familial implicite et avaient été gérées dans le meilleur intérêt de toutes les parties. Il n'y avait pas de document joint, pas de signature de ma part, aucune explication sur la façon dont le consentement implicite pouvait outrepasser les droits légaux d'un bénéficiaire, juste des mots. Daniel a lu la lettre et l'a résumée en 3 phrases. Il n'y a pas de vraie défense ici, aucune preuve d'autorisation. Ils tergiversent parce qu'ils n'ont pas de dossier. Le 14e jour est passé sans offre de règlement, sans contre-argument,
et sans reconnaissance des signatures falsifiées. Rien. Alors Daniel a déposé une motion pour une audience accélérée, citant le rapport médico-légal, la déclaration assermentée de ma grand-mère, et le schéma de représailles qui avait déjà commencé. Le tribunal des successions du comté de Sacramento a accepté la demande. La date d'audience a été fixée, 3 semaines plus tard, un mardi matin de novembre. Le 15e jour, André a appelé une dernière fois. Sa voix avait encore changé. Les menaces avaient disparu. Le ton autoritaire avait disparu. Ce qui restait semblait creux. « Véronique, s'il te plaît, pouvons-nous parler ? Je suis ton père. Nous pouvons régler ça. Ne m'humilie pas au tribunal. » Le mot est resté en suspens. Humilié. Comme si l'humiliation était quelque chose qui lui était fait au lieu de quelque chose qu'il avait fait à une fille de 5 ans debout dans une allée avec un ours en peluche. Tu avais 14 jours pour régler ça, ai-je dit calmement. Tu as choisi de ne pas le faire. Puis j'ai ajouté, je te verrai à l'audience. Et j'ai raccroché. 20 minutes plus tard, Daniel a appelé avec une autre mise à jour. Il y a encore une chose. La citation doit être signifiée personnellement. Selon le huissier de justice, André sera définitivement à la maison ce samedi pour la fête d'anniversaire de Sophie. 30 invités, une maison pleine. C'était le seul moment confirmé où il serait là. Le tribunal exigeait une signification personnelle. Je n'avais pas prévu ça, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Et pour être clair, je n'étais pas là. Ce samedi après-midi, j'étais dans l'appartement de Julia Bertrand en train de préparer des sandwichs en forme de papillon avec Ava pendant qu'elle essayait d'enseigner à Marguerite et comment dessiner une vraie licorne. Je ne me suis pas tenu devant leur maison. Je n'ai pas conduit devant. Je n'en avais pas besoin. Dans une ville comme Sacramento, quand un adjoint du shérif s'arrête à un barbecue d'anniversaire, la nouvelle se répand vite. Voici ce qu'on m'a dit qu'il s'était passé. C'était 14h15. Le jardin était décoré de ballons roses et dorés. Environ 30 invités étaient rassemblés autour de la table pendant que Sophie finissait de souffler ses bougies. À l'intérieur de la maison, Linda Leroy portait un gâteau en feuilles traversant le salon quand la sonnette a retenti. André a ouvert la porte avec une assiette en papier encore à la main, s'attendant à un invité en retard. Au lieu de cela, un adjoint du shérif du comté de Sacramento se tenait sur le porche, uniforme beige, presse-papier. André Leroy. Oui. Vous avez été signifié. L'adjoint lui a tendu une grande enveloppe. André l'a prise automatiquement, comme les gens acceptent des choses avant que leur cerveau n'ait le temps de suivre. Puis l'adjoint a incliné son chapeau, s'est retourné et est retourné à sa voiture de police. André est resté figé dans l'embrasure de la porte. Linda est arrivée derrière lui, tenant toujours le gâteau. Qui était-ce, André ? Qu'est-ce que c'est ? Il a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait la citation du tribunal, la requête complète, le résumé du rapport médico-légal, et attaché au dos, 6 pages de la déclaration assermentée de Marguerite. Linda a vu le nom, l'assiette à gâteau a basculé. Elle s'est agrippée au cadre de la porte. Elle est toujours vivante. Dans le jardin, 30 invités regardaient à travers la porte coulissante vitrée, tenant des tranches de gâteau à moitié mangées. Plus personne ne chantait. Selon la personne qui m'a raconté l'histoire, le visage d'André n'a montré aucune colère. Il n'a pas montré de surprise non plus. Il ressemblait à l'expression d'un homme réalisant que le sol sous sa maison ne lui avait jamais vraiment appartenu. 3 semaines plus tard, le tribunal des successions du comté de Sacramento a tenu l'audience. Mardi matin, lumière fluorescente, table en stratifigrain de bois, la légère odeur de cire à sol et de vieux papier. Pas l'endroit que vous imaginez quand vous pensez à une reddition de comptes, mais la plupart des redditions de comptes ne ressemblent pas à ce que vous attendez. Je me suis assise à la table du requérant à côté de Daniel Moreau. Je portais mes blouses bleu marine sous un blazer gris parce que j'étais venu directement d'un service et parce que je voulais que le juge voie exactement qui j'étais, une femme qui travaille pour vivre. Derrière moi, Marguerite était assise au premier rang, droite, mains croisées, 82 ans, et rayonnant de l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait survécu à plus que ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. De l'autre côté de l'allée était assis André Leroy, son costume froissé, et Harold Mitchell, feuilletant nerveusement un dossier manifestement plus mince que le nôtre. Linda était assise derrière eux. Pas de sourire aujourd'hui,
pas de petit chéri. Elle avait l'air pâle. Daniel a présenté l'affaire en moins de 20 minutes. Acte de fiducie 2004. Bénéficiaire unique Véronique Leroy. Fiduciaire André Leroy. Autorisation de distribution mars 2019. Falsification. Acte de cession. Avril 2019. Falsification. Rapport médico-légal du docteur Olivia Dubois confirmant que les signatures ne correspondaient pas aux échantillons connus. Notaire. Patricia Coleman, longue collègue de Linda, qui avait notarié des documents sans que le signataire soit présent. Une référence pénale avait déjà été déposée. Puis Marguerite est montée à la barre. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas divagué. Elle a parlé exactement comme elle me parlait quand j'étais enfant, calme, claire, et impossible à mal comprendre. J'ai créé la fiducie en 2004 pour une seule personne, ma petite fille, Véronique Leroy. Je n'ai jamais autorisé aucun retrait. Je n'ai jamais signé aucun transfert de propriété. On m'a dit que ma petite fille ne voulait plus de contact avec moi. Je sais maintenant que c'était faux. J'ai 22 lettres qui me sont retournées dans l'écriture de mon gendre qui le prouvent. Harold Mitchell a tenté de plaider le consentement familial implicite. Le juge l'a arrêté avant qu'il ne finisse la phrase. Conseiller, le devoir fiduciaire n'est pas sujet au consentement implicite. Les obligations du fiduciaire sont explicites et documentées. Le juge a regardé André Leroy de la même manière que j'ai vu les médecins regarder les patients qui ont attendu trop longtemps pour venir à l'hôpital. Pas en colère, juste certain du diagnostic. Il a rendu la décision du banc cet après-midi-là. Accéléré, a-t-il dit, parce que les preuves ne laissent aucune ambiguïté. Je suis resté immobile pendant qu'un homme en robe noire démantelait un mensonge qu'André avait passé 22 ans à construire. Premièrement, André Leroy a été immédiatement révoqué en tant que fiduciaire de la fiducie du patrimoine de la famille Leroy. Le tribunal a nommé un fiduciaire professionnel indépendant sans aucun lien avec l'une ou l'autre partie. Deuxièmement, la restitution. André et Linda Leroy ont été condamnés à rembourser 210 000 € de principal de fiducie détourné plus 38 000 € d'intérêts accumulés. Total 248 000 €. Paiement dû dans les 90 jours. Le non-respect entraînerait une hypothèque judiciaire sur leur maison. Troisièmement, l'acte de cession de 2019 transférant la propriété rue Birchwood a été déclaré nul. Parce que la propriété avait déjà été vendue et que l'argent avait été utilisé comme acompte pour leur maison actuelle, le tribunal a appliqué le traçage d'équité. En termes simples, s'il ne pouvait pas produire 248 000 € dans les 90 jours, il devrait vendre la maison ou le tribunal forcerait la vente. Quatrièmement, la référence pénale au procureur du district restait active. André faisait face à des accusations potentielles de falsification de felonies en vertu du code pénal californien 470, et Patricia Coleman, la notaire qui avait tamponné les documents frauduleux, avait déjà vu sa commission révoquée. Une affaire de méfaits contre elle était en cours. André n'a pas bougé quand le juge a fini. Il est resté assis avec les deux mains à plat sur la table comme un homme essayant de stabiliser une pièce qui avait commencé à tourner. Derrière lui, Linda a fait un petit son. Pas un mot, juste le son de l'air quittant quelque chose qui avait maintenu la pression pendant très longtemps. Dehors, Marguerite m'a pris la main. Sa poignée était petite, mais ferme et chaude. Ta mère serait fière de toi, petite fille. 248 000 €. Pas vengeance. Restitution. Il y a une différence. La vengeance consiste à blesser quelqu'un. La restitution consiste à récupérer ce qui était à toi. Une semaine après la décision, André a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais une petite partie de la fille qui avait l'habitude de rouler dans la Buick verte de ma grand-mère existait encore quelque part en moi. Alors, j'ai décroché. Il ne ressemblait plus à mon père. Il ressemblait à un homme qui avait passé 7 jours à fixer des chiffres qui refusaient de fonctionner. Véronique, nous devons vendre la maison. Je n'ai rien dit. Linda ne s'en remet pas bien. Elle ne mange pas. Sophie cherche des appartements, mais elle n'a jamais payé de loyer auparavant. Elle ne sait pas comment faire. Sa voix s'est brisée. J'ai attendu. Peux-tu parler au juge ? Demanda-t-il doucement. Peut-être réduire le montant pour le bien des enfants. Les enfants de Sophie. Ils sont innocents dans tout ça. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de place pour mon enfant,
ai-je dit calmement. Le même ton que j'utilise aux urgences lorsque je donne de mauvaises nouvelles dans une maison que tu as achetée avec de l'argent destiné à elle. Silence. Tu as falsifié ma signature. Tu as menti à ma grand-mère pendant 22 ans. Tu m'as coupé de la seule personne du côté de ma mère qui se souciait de moi. Encore un long silence. Et maintenant, tu me demandes de régler ça pour toi. Le calme qui a suivi ressemblait à quelqu'un à court d'histoire. Je ne te rendrai pas la vie plus difficile que ce que le tribunal a déjà fait, dis-je finalement. Mais je ne la rendrai pas plus facile non plus. La fiducie sera remboursée. Ce n'est pas négociable. Encore une pause. Au revoir, papa. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine. Je ne l'ai pas claqué. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai simplement posé comme on pose quelque chose de lourd qu'on a porté pendant des années et on se rend compte soudain qu'on a le droit d'arrêter de le tenir. Ce soir-là, le compte Facebook de Linda est devenu silencieux. Chaque publication a disparu. Les photos de famille de Sophie ont disparu. Le groupe de discussion qui bourdonnait de mains priantes et d'accusations s'est estompé un message à la fois, comme des lumières s'éteignant dans une maison que personne ne pouvait plus se permettre de garder allumée. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas vérifié. J'avais fini de regarder dans cette direction. 4 mois plus tard, la fiducie a été remboursée intégralement. Chaque dollar. Chaque centime d'intérêt. André et Linda ont vendu leur maison après 63 jours sur le marché et à perte. Je n'ai pas demandé où ils étaient allés. Je n'avais pas besoin de le savoir. Avec la fiducie restaurée et un fiduciaire indépendant la gérant enfin correctement, j'ai utilisé une partie de l'argent pour un acompte sur un petit cottage de 2 chambres rue Maplewood à Sacramento, à un demi-mile du centre médical de l'Université de Californie à Davis. À 3 pâtés de maison de la nouvelle école d'Ava. La maison avait un petit jardin, une cuisine avec un vrai espace de comptoir, et une porte d'entrée que j'ai peinte en rouge vif le premier samedi après notre déménagement. Ava se tenait dans l'allée et la pointait du doigt comme si elle l'avait invoqué de ses dessins au crayon. Maman, c'est la porte de mon dessin. Tu l'as conçue, bébé, lui ai-je dit. Cet hiver-là, Marguerite est revenue vivre en Californie. Elle a loué un petit appartement d'une chambre à 10 minutes de notre maison, assez proche pour marcher quand le temps est beau, et à Sacramento, le temps est beau la plupart du temps. Chaque samedi matin, elle et Ava cuisinaient du pain de maïs dans ma cuisine. La maison se remplissait de l'odeur du beurre et de la chaleur, tandis qu'Ava apprenait à casser les œufs sans laisser tomber de coquilles dans le bol, et Marguerite fredonnait les mêmes hymnes tranquilles qu'elle me chantait autrefois rue Birchwood. Nous avons planté des lilas le long de l'allée d'entrée. Ava les arrosait chaque soir avec son petit arrosoir rose, Biscuit blotti sous son bras pendant qu'elle parlait à chaque plante comme si c'était un vieil ami qu'elle rattrapait. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que porter les mensonges de quelqu'un d'autre pendant 22 ans avait creusé de profondes rainures dans ma façon de me voir. Je voulais lisser ses bords. Je voulais que mon sentiment de stabilité soit réel, pas quelque chose que je jouais juste pour survivre. Sur le mur au-dessus du lit d'Ava, le premier dessin est toujours accroché. Notre maison, porte rouge, 2 cœurs au-dessus du toit. À côté, il y a un dessin plus récent. Notre vraie maison, la même porte rouge. Mais cette fois, il y a 3 figures devant elle. Moi, Ava, et une petite personne aux cheveux blancs qu'elle a étiqueté soigneusement en lettres d'enfant. Arrière-grand-mère. La veilleuse en forme d'étoile brille toujours à côté de son oreiller. Biscuit est toujours au pied du lit. Certaines choses ne s'estompent pas. On leur donne juste enfin le bon endroit où appartenir. Je suis assise sur le porche d'entrée pendant que je vous raconte ceci. C'est un dimanche matin. Le café est chaud. Le lilas fleurit. Et à travers la fenêtre de la cuisine, j'entends Ava glousser à quelque chose que Marguerite vient de dire alors qu'elle mélange la pâte à pain de maïs ensemble. Ce genre de rire remplit une maison comme la lumière du soleil remplit une pièce. Tranquillement, naturellement, sans demander la permission, simplement parce qu'il y appartient. La procédure pénale d'André est toujours en cours. Je ne suis pas tous les détails. Daniel Moreau m'envoie des mises à jour quand il y a quelque chose d'important. L'accusation de falsification tient toujours. La commission notariale de Patricia Coleman a été révoquée de façon permanente. Ce sont des conséquences, pas des punitions que j'ai conçues.
Ce sont simplement le poids des choix qu'André et Linda Leroy ont fait bien avant que j'ouvre cette boîte. Certains des parents qui ont envoyé ces messages avec des mains priantes m'ont contacté depuis. Quelques-uns se sont excusés. La plupart ne l'ont pas fait. Je suis en paix avec ça. Je n'ai rien fait de tout cela pour leur approbation. Je l'ai fait parce que ma fille m'a une fois demandé si elle était trop grande et cette question ne pouvait pas rester enterrée dans une application de notes pour toujours. André n'a pas rappelé. Ni Linda. Ni Sophie. Le silence où leur voix se trouvait autrefois ne semble plus vide. Il ressemble à une pièce qui a été débarrassée des meubles qui ne m'ont jamais appartenu en premier lieu. Et maintenant, il y a de l'espace pour respirer. La semaine dernière, Ava m'a demandé pourquoi notre porte d'entrée est rouge. Je lui ai dit que c'est parce qu'elle l'a dessinée ainsi une fois quand nous vivions dans une maison qui ne nous appartenait pas encore. Elle a hoché la tête comme si cette explication avait parfaitement du sens. Je savais que ça se réaliserait, dit-elle. Les enfants de 5 ans comprennent la foi mieux que la plupart des adultes. Je n'ai rien fait de tout cela par vengeance. Je l'ai fait parce que ma fille méritait de savoir quelque chose d'important. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de place pour vous, la réponse n'est pas de vous réduire jusqu'à ce que vous rentriez. La réponse est de découvrir qui a pris votre place depuis le début. Et si votre famille vous a fait sentir que vous étiez de trop, vous ne l'étiez pas. Vous viviez simplement dans une maison trop petite pour la vérité. J'avais peur du silence dans notre ancien appartement. Maintenant, le silence dans notre maison sonne différemment. Il sonne comme la paix. Il sonne comme assez. C'est mon histoire. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Cela signifie vraiment plus que vous ne le pensez. S'il y a une chose que j'espère vraiment que vous retiendrez après avoir entendu mon histoire, c'est ceci. Les personnes qui nous blessent le plus sont souvent celles en qui nous avons eu le plus confiance au début. Pendant de nombreuses années, j'ai cru à l'histoire silencieuse que ma famille a écrite sur moi, que j'étais trop sensible, trop difficile, trop. J'ai continué à me réduire juste pour maintenir la paix à une table où ma place n'était jamais vraiment destinée à exister. Et quand vous vivez comme ça assez longtemps, vous commencez à croire que l'amour doit être gagné par le silence. Mais au moment où ma fille m'a demandé si elle était trop grande, quelque chose en moi s'est enfin réveillé. Parce qu'aucun enfant ne devrait grandir en croyant qu'il doit se faire plus petit juste pour être aimé. Je ne me suis pas défendu seulement à cause du passé. Je l'ai fait à cause de l'avenir, le sien. Parfois, la guérison commence au moment où vous arrêtez de vous excuser d'occuper de l'espace dans votre propre vie. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de dire la vérité, même lorsque cela fait trembler le sol sous les pieds des personnes qui ont essayé de l'enterrer. Et parfois, la justice n'est pas bruyante ou dramatique. Parfois, c'est simplement choisir la dignité, protéger les personnes que vous aimez, et construire une maison où personne n'aura jamais à demander s'il y a une place pour eux à nouveau.